Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Les raisons d'espérer pour agir. FutureUp. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conférence inaugurale de notre série de webinaires FutureUp. Alors que la COP28 s'ouvre ce matin à Dubaï, notre voyage commence ici, avec une vision portée par de l'espoir, animée par l'action, une vision qui s'incarne dans une déclaration de foi en l'avenir, FutureUp. FutureUp, c'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il existe des raisons très tangibles d'espérer et de puissants moyens d'agir, à condition de se placer à contre-courant, ou plutôt de biais. Cette posture singulière, c'est depuis plus de 20 ans que Kea l'a convertie en énergie au service des entreprises. Alors oui, nous sommes à rebours des discours catastrophiques qui alimentent parfois le désespoir, l'inertie, le fatalisme, l'aquabonisme stérile. Avec FutureUp, nous faisons le parti de vous démontrer que l'optimisme n'est jamais une naïveté. C'est un moteur, c'est le moteur puissant d'une trajectoire vers un avenir souhaitable. Cet optimisme, le nôtre, peut-être bientôt le vôtre, est un optimisme de combat. Et en tant que consultant en stratégie, en tant qu'entreprise à mission, nous avons fait le choix, au cœur de notre mission, de faire de l'entreprise l'agent de cette lutte. Les entreprises, les entrepreneurs, leurs collaborateurs, leurs actionnaires, les filières, vous êtes, nous sommes des acteurs clés de la transition. Alors oui, il existe des limites planétaires. Nous les dépassons. C'est intenable. Il y a une urgence. Et cette urgence ne doit pas être sous-estimée. Mais symétriquement, notre course, elle aussi, s'intensifie. D'humains incompétents et inconscients de notre incompétence, nous avons réalisé, pour beaucoup d'entre nous, la magnitude des transitions à l'œuvre et les limites de notre compétence, comme un appel à faire toujours mieux. Nous faisons donc, avec ces 10 webinaires, le pari de vous projeter dans un futur désirable, crédible, et de vous montrer qu'aujourd'hui, sur de nombreux aspects cruciaux, tant de la transition écologique que sociétale, des ferments, des pépites de ces futurs désirables se sont mis à germer. Il s'agit donc de les révéler et de faire surgir ensemble l'énergie de notre engagement collectif. Je suis Stéphanie Nadjarian, DG de Kea, et j'ai avec moi aujourd'hui, ce matin, autour de la table, le plaisir et l'honneur d'accueillir Philippe Aguillon. Bonjour. Philippe, bonjour. Merci d'être à nos côtés. Philippe, vous êtes professeur au Collège de France et membre du Cercle des économistes. Et vous allez nous indiquer une voie à suivre vers une perspective optimiste de l'économie. C'est parfois un challenge, mais merci de le relever à nos côtés. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Mathieu Baudin. Mathieu, vous êtes directeur de l'Institut des futurs souhaitables et vous allez prendre le temps de réinvestir l'histoire de l'humanité pour en tirer des pépites et des ferments pour créer nos raisons d'espérer. Gros programme. Hein. Gros programme. Merci Bonjour. Mathieu de relever aussi ce défi. Et enfin, Arnaud Gangloff, président de Kea. Arnaud, cher ami, j'ai le plaisir de t'avoir à mes côtés. Tu vas prendre ton regard de consultant en stratégie pour décrypter les entreprises qui sont déjà à l'œuvre, qui ont déjà bougé et qui sont en train de générer des premiers résultats. Je vais essayer. Bonjour à tous. Comment va se dérouler ce webinaire? On vous propose d'utiliser finalement le débat de ces 3 experts, chacun dans leur discipline, l'économiste, l'historien prospectiviste, le consultant en stratégie, pour aborder et pour venir étayer finalement cette déclaration de foi en l'avenir que je viens de poser. Ils aborderont d'abord le thème de finalement quelles sont concrètement ces raisons d'espérer, chacun du point de vue de leur discipline, et puis ensuite Comment y parvenir? Quelles sont les actions à lancer? Qu'est-ce qu'on voit déjà qui est en train d'advenir et comment accélérer cette transition? Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer dans le chat de la discussion. On prendra le temps en fin de session de répondre à un maximum de vos questions, donc ne vous limitez pas.
Alors commençons peut-être par cette question des raisons d'espérer que j'ai un peu posée tel un manifeste. Moi, je voudrais bien vous entendre, Philippe, en tant qu'économiste. Quelles sont, vous, les raisons qui vous font espérer? Souvent, dans l'économie, l'optimisme, ça rime avec la croissance. Comment croire dans cette croissance tenable? Alors effectivement, on sait qu'on entend beaucoup parler de décroissance. Beaucoup de gens disent, voilà, la solution au problème climatique, c'est de décroître, voilà, parce que c'est la croissance qui a généré le réchauffement. Et en fait, historiquement, ils ont raison. Si on regarde l'évolution de la température mondiale, on voit qu'en fait, elle s'est mise à grimper, elle est restée à peu près constante, elle s'est mise à grimper, disons, exactement au moment de la première révolution industrielle, c'est-à-dire quand il y a eu le décollage de la croissance, c'est-à-dire 1820-1850. Et en fait, il y a la fameuse courbe de Madison qui montre l'évolution du PIB par tête mondiale, qui était à peu près plat jusqu'en 1850 et qui commence à décoller à ce moment-là avec la première révolution industrielle. Eh bien, la température évolue exactement comme la courbe du PIB par tête. Donc, effectivement, historiquement, j'ai un historien devant moi, ils ont totalement raison. Le réchauffement climatique a tout à voir avec la croissance. Et même des pays comme l'Inde et la Chine qui se sont mis à croître vraiment récemment, c'est à ce moment-là qu'il y a un décollage des émissions de CO2 dans ces pays. Alors donc là, ils ont raison. Mais là où je me détache, c'est que de dire quelles sont les solutions. Et donc, eux, ils prônent la décroissance. Nous avons vécu une expérience de décroissance avec le premier confinement. On n'avait pas le vaccin et il fallait, entre mars et mai-juin 2020, il a fallu se confiner. Et du coup, ça a provoqué une chute du PIB français de 35%, mais les émissions de CO2 ont baissé de 8%. 8%, c'est ce que le GIEC recommande, c'est des baisses de ce type. Donc ça veut dire que si on devait uniquement se reposer sur la décroissance, on devrait se mettre en permanence en régime de premier confinement. Mais il y avait le quoi qu'il en coûte, je veux dire, pour que ça marche, il fallait dépenser des sommes folles du quoi qu'il en coûte. On ne pourrait jamais soutenir un quoi qu'il en coûte à long terme, sans qu'il y ait une dégradation. Et puis le confinement, ça a conduit également... Donc d'abord, ça a eu des dommages collatéraux, on était obligés, on n'avait pas le vaccin. Donc ça a fait que la jeunesse a été très sacrifiée, ça a créé des problèmes psychologiques dans les familles, etc. Et puis alors au niveau international, ça a aggravé la pauvreté dans les pays en développement, ça a accru la mortalité de manière considérable dans les pays en développement. Et donc ça les a appauvris. Et donc si vous voulez, on ne veut pas la décroissance, parce qu'on sait exactement ce que ça veut dire pour les pays, surtout les moins développés, quoi. Donc, il faut une alternative. Et l'alternative, c'est l'innovation verte, en fait. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'innovation verte? Alors, c'est évidemment l'innovation dans nos comportements. Là, à nouveau, les partisans de la décroissance, disons, recommandent la sobriété. Ils ont raison. Il faut qu'on change nos habitudes. Moi, je ne me chauffe plus à 24 degrés. Je me chauffe à 19 degrés. Je ne laisse pas toutes les lumières allumées. Je ne prends pas l'avion aussi souvent. J'essaye dans mes habitudes. Je trie mes ordures un peu plus. Voilà, dans nos habitudes, je pense qu'il faut avoir de la sobriété. Je pense que ce message-là est un message juste. Donc, il faut innover dans nos comportements. Mais par-delà nos comportements, il faut innover. L'innovation, c'est de trouver de nouvelles sources d'énergie plus propres. C'est de trouver de manières de produire avec moins d'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle les innovations de mitigation, hein, c'est-à-dire d'atténuation. Ça ralentit la hausse de température. Il y a les innovations également d'adaptation, les digues, l'air conditionné. Maintenant, alors évidemment, l'air conditionné utilise de l'énergie, mais là, l'innovation permettra peut-être qu'elle en utilise moins. Mais ça va être très important, l'air conditionné, pour que les gens puissent continuer à être productifs malgré la chaleur. Donc il y a tout ça. Et il y a maintenant des gens qui travaillent sur des innovations d'amélioration pour refroidir l'air. Par exemple, le département de physique de Harvard travaille sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire des technologies de refroidissement d'air. On sait que quand il y a des éruptions volcaniques, l'air se refroidit parce que les particules de soufre dans l'air refroidissent, font écran avec le soleil et refroidissent l'air. Eh bien, ils essayent d'explorer la géo-ingénierie. Il y a d'autres gens qui travaillent sur l'idée d'abat-jours géants spatiaux. Je ne sais pas où tout ça va mener, mais en tout cas, l'innovation, c'est la solution. Alors le problème, c'est que l'innovation n'est pas spontanément verte. Les entreprises n'innovent pas spontanément dans les technologies propres. Si elles ont beaucoup innové dans les technologies polluantes dans le passé, elles tendent à continuer d'innover dans les technologies polluantes dans le futur. Par exemple, les moteurs à combustion, s'il n'y avait pas eu d'intervention, ceux qui produisent des voitures à combustion continueraient de travailler sur les moteurs à combustion. Donc, il faut l'État et la société civile pour rediriger le changement des entreprises techniques vers les innovations vertes.
Alors, il y a évidemment la taxe carbone, qui est un instrument. Il y a évidemment la politique industrielle verte. Il faut investir également, parce que sinon, la taxe carbone tout seul, ça donne les gilets jaunes. Donc, il faut qu'il y ait de l'investissement en même temps. Et puis, il y a le rôle de la société civile. Les consommateurs jouent un rôle très important pour, et surtout s'ils sont informés du contenu carbone des productions et des inputs des entreprises, eh bien, les consommateurs peuvent jouer un rôle très important et jouent un rôle très important pour pousser également les entreprises à produire plus vert et à innover plus vert. Donc on voit qu'il y a des manières, vous voyez qu'il y a toute une panoplie, mais que ça n'arrive pas tout seul et que l'intervention de l'État et de la société civile est fondamentale pour rediriger l'innovation des entreprises vers les technologies vertes et pour vraiment faire que l'innovation verte ait lieu. Et donc voilà, donc en fait voilà, donc c'est un omnibus de combat dans le sens que ça ne vient pas tout seul. Il faut et l'État et la société civile qui agissent et les entreprises qui évidemment, eh bien il y a davantage de responsabilité sociale d'entreprise, des entreprises maintenant qui prennent à bras le corps cette idée de responsabilité sociale pour faire en sorte que toutes ces possibilités d'innovation verte puissent être explorées. Merci beaucoup Philippe. Donc on retient de la croissance permise grâce à l'innovation verte des entreprises, elles-mêmes titillées, incitées à la fois par la société civile et par l'État. Absolument. Peut-être Mathieu, je me tourne maintenant vers vous, l'historien futurologue. Comment vous puisez, prospectiviste, pardon. Futurologue, c'était les prospectivistes des années 70. Exactement. Ils Vous étiez jeune, ouais. Beaucoup trop jeune à ce moment-là. Moi, 1870, ça va. Comment vous tirez les ferments des raisons d'espérer? Moi, j'ai plusieurs choses déjà, puisqu'on est dans un débat. L'innovation, il faut se méfier de l'innovation, à mon avis, quand elle est mal orientée, parce que je nous trouve toujours aussi ridicule dans une voiture électrique, dans un embouteillage. Ce n'est pas tant une innovation technologique qui va nous solutionner les problèmes si on n'a pas pensé en amont le transport, la mobilité, le où va-t-on et le pourquoi on y va. Donc sur la décroissance, moi je vois bien de faire décroître 2-3 trucs, notamment l'hubris du monde. Et notre gourmandise sans limite que les Grecs déjà essayaient de nous tempérer en mettant des apophthegmes au fronton des temples juste pour nous rappeler, un, qu'on n'est que des hommes, et deux, que rien de trop. Rappelez-vous quand même Socrate qui voit dans ce marché à Athènes, il dit oh, « tant de choses dont je n'ai pas besoin ». Donc il est bon aussi de se rappeler que peut-être on est dans un moment de notre humanité où on est dans une adolescence, c'est-à-dire à la fois on ne sait pas choisir, à la fois on veut tout, et que peut-être un gain qualitatif de civilisation, comme on en a eu dans l'histoire, ce serait de savoir ce que l'on veut, ou en tout cas ce que l'on souhaite pour vivre ensemble. Et donc ça va nous amener à décroître un certain nombre de choses. Peut-être que tout savoir autant de choses, c'est peut-être pas la solution pour vivre heureux. D'ailleurs, on le voit bien, c'est pas l'accumulation de choses qui nous rend heureux, vu la dépression et vu la consommation d'anxiolytiques. Donc, moi, mon propos, d'un point de vue historique, c'est de voir que depuis la nuit des temps, il y a eu des gains qualitatifs de civilisation. Pas beaucoup. Il y a des périodes qui nous ont fait passer à un autre stade. On aime bien faire l'analogie avec la Renaissance, qui est à un moment donné tellement structurant qu'on en est encore les enfants, les uns et les autres. La Renaissance, c'est le moment où on a l'humilité de se situer une petite planète au milieu du cosmos, alors que juste avant, pendant des milliers d'années, on était au centre justement du cosmos. Par contre, on n'a pas eu l'humilité de ne pas se mettre au centre de la biosphère, au centre de la Terre. On est toujours, nous, humains, au centre du jeu, avec la nature comme maître et possesseur de on est maître et possesseur de ça, elle est à notre service. Moi, ce que je pense, là, c'est qu'on est en train de vivre une nouvelle Renaissance, ou peut-être on va continuer la Renaissance pour aller plus loin que cette révolution copernicienne qui nous a fait nous relativiser dans le cosmos, elle va nous relativiser dans la biosphère. En gros, on va reprendre une place qui aurait dû être la nôtre, et c'est ça le gain de civilisation. On va se mettre un parmi les égaux, et égaux on l'écrira AUX, ça nous fera gagner du temps. On se mettra dans le vivant. D'ailleurs, vous avez vu que le mot de vivant apparaît depuis 5-6 ans. Avant, il n'existait pas, c'était la nature, l'environnement, les humains, comme pour séparer les choses. Le vivant, c'est peut-être la promesse ou l'invitation de se replacer en symbiose dans le vivant, parce qu'on a compris deux choses qu'on n'avait pas dans le logiciel du XXe siècle. Un, c'est que nous sommes vivants, nous sommes le vivant, nous composons une toile tissée qui, à chaque fois qu'on l'effrite, on prend un risque. Et l'autre, c'est que la biosphère, elle n'est pas infinie, elle n'est pas à notre disposition, et qu'il y a un effet boomerang si on ne la prend pas en considération. Donc ce qu'on est en train de s'apercevoir là, c'est que cette idée des 30 glorieuses, qui était finalement une bonne idée pour 450 millions d'individus, Europe de l'Ouest, Nord-Amérique, qui avait à disposition l'entièreté d'une planète pour un système gourmand, si on est 5 fois plus, si on n'a pas 5 fois plus de réserves, c'est juste pas possible, et on peut se le dire sans colère. Mathématiquement, notre système économique, entre autres, ne fonctionne pas si on est 9 milliards à jouer à un système qu'on ne remet pas en question, notamment dans l'hubris. Donc, là où moi j'ai des raisons d'espérer,
c'est que contrairement à nos anciens qui vivaient les périodes a posteriori, en gros les renaissants, le temps de la Renaissance, ils ne se sentaient pas en Renaissance. Ils se sentaient dans une multicrise. Culturelle, il faut se rappeler que c'est les guerres de religion. Hein. Ce n'est pas que Léonard de Vinci qui peint des beaux tableaux en boise. Il y a quelque chose qui est très déstructurant. Et ils en avaient conscience de cette déstructuration. Ils n'avaient pas du tout conscience du printemps qui allait s'éveiller. Il n'y a que Vasari qui le met dans un petit carnet. Nous, on en a conscience de cette nouvelle Renaissance. Ce qui nous permet une chose, c'est de rejoindre l'aventure. Et moi, ce que je trouve la meilleure manière d'espérer ce moment, c'est qu'on n'est pas dans une crise, on est dans une métamorphose, avec la promesse d'aller vers un autre état. Et je finirai ce petit moment comme ça. Dans la métamorphose biologique, puisqu'on fait beaucoup d'analogies avec le vivant, la chenille, elle a toujours connu l'horizontalité du monde. Et quand vous augurez à une chenille qu'elle puisse être un papillon, elle vous traite d'hérétique. Nonobstant ça, il y a des cellules de papillons qui arrivent à un moment donné dans l'écosystème chenille, avec la promesse de la chrysalide et du reste. Le premier réflexe de l'écosystème papillon, c'est d'envoyer des anticorps. Dès qu'il y a un agent de changement à l'intérieur du système, c'est un agent ennemi. Nonobstant ça, il y a un point de percolation. Il y a plus de cellules de papillons que de forces réactionnaires pour les bloquer, qui nous entraînent dans la seconde phase, la chrysalide. Chrysalide, moment secret, sacré, alchimique, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et avec la promesse de l'air, avec le papillon, nouvel état. Eh bien, les biologistes ont décidé de nommer ces cellules de papillon des cellules imaginales, comme si l'imaginaire, les histoires qu'on se raconte, sont les préalables à toute évolution et à toute révolution. Donc, l'histoire, c'est important, les histoires, c'est important, et en filigrane de cette matinée de la COP28 de l'époque et du siècle, c'est quelle histoire on se raconte ensemble pour aller où ? Donc pour vous, le sentiment qu'on est finalement dans cette phase de transition, on est pratiquement à l'état de chrysalide, parce qu'on a pris conscience de la métamorphose qu'il y avait à opérer. On n'est pas encore dans la chrysalide. On est dans le moment où les forces réactionnaires sont vraiment là, ce qui est plutôt bon signe. Hein. Une révolution, semble-t-il, Schopenhauer a dit qu'elle avait 3 temps. La première fois, elle est ridicule. La deuxième, elle est dangereuse. Et la troisième, elle est évidente. Je pense qu'on est dans le moment du danger, là. Donc il y a plein de cellules réactionnaires qui veulent bloquer la métamorphose. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que le point de percolation n'est pas loin non plus. On est à ce 96e ou 97e singe, qui est une autre théorie de la percolation. Donc on est proche d'une percolation. En gros, on est proche d'un chaos, mais ça, tout le monde le voit, c'est même pas intéressant de le dire. Mais on est aussi proche de cette métamorphose, et avec la chrysalide. Et la chrysalide, je pense qu'il faudra qu'on se repose quelques questions. Notamment, c'est quoi une richesse ? Pourquoi, dans notre système, un arbre mort vaut plus qu'un arbre vivant ? Il y a quelque chose de l'ordre du regard sur le monde à changer pour changer le monde. Et le préalable, c'est les histoires qu'on se raconte, je pense. Merci Mathieu. Peut-être à toi aussi, Arnaud, de nous donner, du point de vue de ton regard sur les entreprises, qui te permet d'espérer. Pour rebondir sur vos échanges, merci d'abord de vos deux propos. Je voudrais partager 3 convictions et revenir un peu sur cette idée de la conscience. En tout cas, nous, c'est un des enjeux de l'augmenter significativement, parce que moi, ce que je voudrais partager, c'est que c'est le mouvement. Je ne sais pas où on se situe exactement dans le chemin que vous décrivez. En tout état de cause, ce qui nous marque et ce qu'on voit tous les jours, c'est que les entreprises aujourd'hui, elles sont à l'œuvre. Et elles sont en mouvement. Et être à l'œuvre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ne font plus les choses exactement comme avant. Et en tout cas, elles réfléchissent dans la manière de le faire autrement. Je partage le fait qu'il faut les inciter un tout petit peu. Ce n'est pas totalement naturel et spontané. Mais néanmoins, elles sont en train de penser leur rôle dans la société. Et je trouve qu'un signe important, c'est en particulier l'émergence de cette idée des raisons d'être. La quasi-totalité du CAC 40 aujourd'hui a exprimé sa raison d'être. Alors bien entendu, on peut être un peu sceptique sur la bonne volonté de chacun autour de cette raison d'être et vérifier que ce n'est pas un exercice de communication. Je n'irai pas jusqu'à garantir que ce n'est le cas pour personne. Mais je pense quand même que le mouvement est là, et nous, on le vit au quotidien avec nos clients, et ce mouvement, il est réel. Et j'ai l'optimisme de croire que ceux qui l'exploitent à de mauvais escients restent marginaux dans ce mouvement. Le deuxième point qui nous touche beaucoup chez KEA, c'est le fait qu'à un moment donné, en 2020, une loi apparaît qui est la loi PACTE sur l'émergence des entreprises à mission. Et là encore, c'est un mouvement important. Il y a plus de 1000 entreprises à mission en France aujourd'hui. Il y en a une centaine de plus chaque trimestre. Le CAC 40 commence à s'approprier cette idée-là aussi, même si ce n'est pas facile et qu'il y a quelques forces adverses qui rendent le mouvement un tout petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, la force de ce mouvement, c'est non seulement d'avoir une raison d'être, mais de s'engager publiquement autour de cette raison d'être, vis-à-vis de la société civile, s'engager publiquement aussi dans les engagements
que l'on prend par rapport à cette raison d'être. Pas une phrase éthérée, mais des engagements concrets dans lesquels on va être suivis les uns et les autres sur un certain nombre d'indicateurs, d'objectifs, différents des mesures et des points de mesure que nous avons aujourd'hui, mais qui nous garantissent que ces différentes sociétés sont en avant. Et c'est le choix qu'on a fait chez Kea, parce qu'on est une des toutes premières entreprises à mission, des premiers cabinets significatifs à être passés en mars 2020. Les décrets datent de début mars 2020, on est entreprise à mission depuis le 9 mars. Autour de cette mission d'entreprendre les transformations vers une économie souhaitable. Et c'est cette ambition que l'on a d'afficher, de pousser cette idée sur le marché. Et moi, je partage un peu votre point pour conclure ce premier point, c'est finalement, il y a une saine pression, les pouvoirs publics, les consommateurs. Moi, je veux dire, il y a une saine pression, je trouve, c'est nos enfants. D'accord, qui nous explique que quand on fait un peu n'importe quoi, ils ont le goût de nous le rappeler. Il y a le prix de l'énergie. Hein. Voilà. Quand même un des grands. Ouais. Ça, c'est quand même un des grands éléments. Voilà, hein, la taxe carbone, voilà. Ça joue un grand rôle. Tout le réglementaire va jouer un rôle important. Et nous, on a tendance à dire que tout est bon dans ces jeux de tension, dans cette impulsion qui est mise pour que les choses bougent. Le deuxième point, et ça reprend un peu l'idée de Mathieu, c'est à un moment donné, c'est de croire qu'il faut un noyau dur pour que les choses bougent. Cette notion un peu d'entrepreneur d'impact. On travaille beaucoup avec un philosophe qui s'appelle François Julien. Il nous dit qu'il faut savoir détecter les impulsions. C'est une idée qu'on aime bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans ces phases d'impulsion de montée Gary Becker, par exemple, disait dans ce qu'il appelait ses entrepreneurs de morale, qu'un petit groupe est capable de faire évoluer les champs de culture. Donc, pas toujours raisonner systématiquement les grands nombres, le tout, mais penser qu'un petit groupe, qu'on pourra nous appeler des entrepreneurs d'impact, sont capables de générer ces mouvements. Et peut-être qu'on peut imaginer que ces entrepreneurs d'impact, ils sont déjà là. D'abord, c'est nos clients. Plus de 20% aujourd'hui de notre portefeuille d'activité se fait sur des questions qui nous sont posées directement sur des sujets de soutenabilité. Soutenabilité environnementale, sociale, sociétale, j'y reviendrai dans un instant. Mais aujourd'hui, c'est plus de 20%. C'était 0 il y a 3 ans. Et puis le deuxième point qui me rend optimiste, c'est une étude récemment qu'on a pu faire chez Kea autour des plus jeunes. Et il y en a 17% aujourd'hui qui verbalisent le fait qu'ils sont prêts à gagner moins pour avoir plus d'impact. Alors on peut dire 17%, ce n'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour changer des organisations. Voilà, donc finalement, au travers de ces différents exemples, ces entrepreneurs d'impact, pour nous, sont là. Et je terminerai sur ces preuves d'espoir, et c'est les sujets sur lesquels nous, on voit des choses évoluer qui nous semblent importantes. Je prends par exemple dans le monde de la finance, qui est souvent un tout petit peu décrié dans sa capacité à jouer son rôle dans ce domaine-là. Quand je vois ce que le Crédit Agricole peut faire aujourd'hui, non, en allant au-delà d'un exercice de financier pour s'engager directement dans les opérations autour des énergies renouvelables et du photovoltaïque, par exemple. Je trouve que c'est important. Une autre banque aujourd'hui qui fait un choix, je trouve, audacieux, qui est de construire son plan stratégique à partir de sa mission. Et plus considérer que c'est deux couloirs de nage parallèles qu'on essaiera de réconcilier quelque part dans la vie de l'entreprise. Non, il les synchronise dès l'origine. C'est aussi sur l'empreinte carbone, ce qu'on peut voir en particulier dans la décarbonation de la production des bâtiments. Des innovations, par exemple, comme Ecosem peut faire au travers de Act, qui permet de réduire 70% l'impact carbone. Là, on revient sur le champ de l'innovation technologique verte que vous citiez. C'est aussi les refontes des filières et des filières matières, secteur qu'on connaît bien, par exemple, dans le luxe, la capacité à se réinventer en amont. Alors, petit détail pour l'humanité, le Cachemire, mais ô combien consommateur d'empreintes carbone pour des volumes finalement relativement réduits, des acteurs importants du luxe sont en train de restructurer des filières, les relocaliser, travailler le développement des éleveurs, de leurs familles, des écosystèmes associés, travailler sur le bien-être animal, recréer des écosystèmes plus vertueux avec la juste utilisation et le juste besoin, et en particulier mettre le Cachemire là où il doit être, c'est-à-dire dans les produits de luxe, et pas forcément dans le fait qu'on ait besoin d'en avoir 4 à 5 pulls à la maison. Voilà. Puis c'est un dernier point qui nous est cher chez Kea, puisque ça représente une grande majorité des sujets qu'on peut le faire, c'est la circularité. Et c'est aussi ces mêmes acteurs qui prennent conscience qu'ils ne peuvent pas raisonner aux bornes de leur propre entreprise pour être capables de massifier ces problèmes de circularité dans le textile, de travailler en filière, de travailler en écosystème, de construire des entreprises écosystémiques
avec des gouvernances qui leur seront un peu spécifiques, mais de travailler ensemble pour être capable d'avoir une masse de produits à recycler suffisant pour créer un marché et se sortir de modèles systématiquement extractifs. On parle quand même au bout du bout, puisque je m'adresse à un économique, de business de plusieurs dizaines de milliards d'euros qu'on est capable de générer et qui vont aider la planète dès lors qu'on s'éloigne de modèles extractifs. Je dirais qu'on est peut-être dans l'énergie, dans l'économie contributive. On avait eu l'occasion de se croiser tous les deux sur une vision d'une économie plus régénérative. On n'en a encore pas à placer, à se mettre au service de la nature. Mais je pense que déjà cette première étape du contributif et de la circularité nous donne des bonnes raisons d'espérer. Voilà, je pense que c'est 3 bonnes raisons d'espérer. Nous, de notre point de vue, les entreprises sont en route, une grande partie d'entre elles, de manière assez authentique. Il y a suffisamment d'entrepreneurs d'impact pour créer ce mouvement et peut-être passer cette étape clé malgré les forces adverses qu'il peut y avoir. Et déjà des superbes exemples de notre point de vue qui, si on arrive à les étendre et à faire masse autour de ces idées-là, nous permettront d'avancer sur la voie qu'on décrit ici. Donc on le voit, il y a une manière de penser l'économie de manière optimiste, une croissance optimiste, en faisant attention quand même à quelques points de sobriété, et on a une humanité qui a pris conscience et qui est en train d'atteindre le point de bascule. J'ai commencé par là. Vous avez démarré par là. Donc j'ai donné crédit à partir de la décroissance, que historiquement c'était lié à la croissance, le réchauffement climatique, et 2, que le message de sobriété est très important et qu'il faut aller pour la qualité plutôt que la quantité. Je suis entièrement d'accord. Mais moi, je dirais à un économiste de la décroissance, écoutez, je vous donne le choix entre un dentiste des années 60 et un dentiste de maintenant. Eh ben, je vous le convertis immédiatement en économiste de la croissance. Parce qu'il n'ira jamais chez le dentiste des années 60 avec les longues fraises, vous savez, ça, vous avez jamais, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça, c'était épouvantable. Et donc le progrès technique et l'innovation sont fondamentales. Et il y a chez certains économistes, il y a des économistes intelligents de la décroissance, mais il y a vraiment des wokistes qui pensent que toute technologie est mauvaise, parce que si tu as le progrès technologique, ça peut te dissuader de faire de la... Donc tu sais, il y a du wokisme dans la décroissance également, qu'il faut combattre évidemment. Et parce que ces gens-là, je leur dis, mais allez donc chez le dentiste des années 60. N'allez pas chez le dentiste d'aujourd'hui, parce que là, il y a du progrès technique. Tu vois, donc voilà. Et je crois que c'est important. Je suis pour la sobriété, mais pas pour le wokisme en écologie. Donc le dentiste, c'est la force de l'imaginaire. Je partage. Non, mais on voit bien l'image. Moi, dans le futur, j'aimerais aller dans le dentiste quand tout va bien. Parce que là, on va chez le dentiste quand tout va mal. Donc, il règle le problème a posteriori. Ce serait bien que le même dentiste avec la même technologie le règle a priori, comme un peu en Asie. Qu'on aille voir les médecins pour aller encore mieux la Ah ben la prévention, bien sûr. Et donc, c'est changer aussi le regard sur la médecine, sur son métier. Absolument, mais mettre l'aspect préventif, absolument. Donc, nous le voyons. Vous êtes tous, vous êtes 3 optimistes passionnés, 3 optimistes de combat. De combat, c'est ça. Exactement. C'est pas donné. Il faut changer les comportements, bien sûr, mais également, mais il ne faut pas penser que, il faut pas être malthusien. C'est-à-dire que ceux qui... Pourquoi c'est important l'innovation? Parce que si on est dans un monde sans innovation, on est condamné au malthusianisme. C'est-à-dire de dire, mais les ressources sont finies, donc on est condamné à la croissance zéro. Alors effectivement, il faut être sobre dans l'utilisation des ressources, il faut être sobre d'une manière générale, changer nos comportements, mais il y a l'innovation et donc il ne faut pas devenir malthusien. Voilà, je crois que c'est... Il y a disons, une barrière... Disons, on peut être sobre sans être malthusien. Voilà, je crois que c'est important. Et donc, si on revient à cette question d'optimisme de combat, comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on passe à l'action? Par où est-ce qu'on démarre? Il y a une question sur le fil de la discussion que vous pouvez peut-être aussi aborder dans ce comment, c'est la question du coût. Tout ça, les entreprises qui sont en train de bouger, tout ça a un coût. Comment est-ce qu'on démarre et comment est-ce qu'on traite cette question du coût? Il y a le rapport Pisani-Selma Mahfouz qui est important, qui parle des coûts macroéconomiques de la transition énergétique. Alors on peut discuter, est-ce qu'ils ont évalué que les coûts comme il fallait? En tout cas, les coûts sont très importants. Et donc, si vous voulez, quand il y a une révolution de ce genre, je pense qu'il faut une collaboration entre les fonds publics et les fonds privés, quoi. Donc d'abord, il y a évidemment des politiques de taxe carbone, donc qui elles ne sont pas coûteuses en elles-mêmes pour inciter à être vertueux. Il y a l'action de la société civile. Bien sûr, tout ça vous incite à être vertueux et ça ne coûte pas. Mais ce qui est coûteux, évidemment, c'est que pour passer à des technologies propres, il y a des investissements à faire parce que, évidemment, on fait faire aux entreprises des choses qu'elles savent moins bien faire. On dit aux entreprises, là, il y a des choses que vous allez très bien faire, mais ces choses-là, il ne faut plus les faire, il faut faire d'autres choses. Donc, évidemment, pendant un certain temps, il y aura une baisse de la croissance.
Donc il y a un coût de faire ça. Et puis il y a des équipements qu'il va falloir mettre au rebut parce que c'est des équipements qui travaillaient avec des technologies sales. Vous avez besoin d'autres équipements pour travailler avec des technologies propres ou de produire et d'innover propre. Donc si vous voulez, il y a un coût de transition. Et la question, c'est comment tu finances le coût de transition. Et là, si tu voulais, je pense que c'est très important de dire, ben voilà, il faut qu'il y ait d'abord en Europe des capacités d'emprunt. Les États-Unis, l'IRA, il y a l'IRA aux États-Unis. On peut discuter sur les détails de l'IRA, mais il y a une vraie politique industrielle. En Europe, disons que c'est les pays. Alors nous, on en fait un peu en France, un peu d'autres pays, mais il faudrait que l'Europe en tant que telle puisse mobiliser des fonds par l'emprunt européen qu'on sous-estime. L'Europe est un géant réglementaire et un nain budgétaire. Donc on a besoin d'emprunter. Il faut un emprunt européen, comme on a eu pendant la période du Covid. Et puis après, il faut mobiliser des capitaux privés. Donc là, je pense beaucoup, pour moi, c'est comme la construction des chemins de fer. C'est-à-dire quand il y a eu la construction des chemins de fer en France, ça a été le public avec des sociétés privées. Les frères Pereire ont construit les chemins de fer de l'Ouest, par exemple. Puis il y avait d'autres sociétés. Et l'État mettait également. Je pense qu'il va falloir également, pour la transition énergétique, et là on revient tout à fait dans vos thèmes, c'est-à-dire que c'est pour 1 euro que met la BERD, la Banque des pays de l'Est à Londres, elle mobilise 2 euros supplémentaires de capital privé. Donc il faut un emprunt public européen, et puis peut-être de 500 milliards, et puis après tu peux tripler la mise avec la participation des capitaux privés. Mais je pense que c'est il faut pas, les coûts sont énormes, et il ne faut pas sous-estimer les coûts, et il va falloir faire, c'est comme, il faut penser à la construction des chemins de fer en France au XIXe siècle. C'était quelque chose de gigantesque, et il faut vraiment à la fois que le secteur public et le secteur privé collaborent pour faire cet investissement, parce que le coût est très important. On peut aussi rappeler que le coût de l'inaction est encore plus cher. Absolument, donc c'est pour ça qu'il faut agir. Non, pour le coup, si on parle de coût, si on ne parle même pas de philosophie, de raison d'être, de vivre ensemble, même de survie de l'humanité, qui ne sont pas les moindres sujets par rapport au coût. Mais si on arrive au coût, le coût de l'inaction est plus cher. En gros, il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger. Donc on peut se tenir encore 5 ans comme ça avec ces cités. Mais de toute façon, ce n'est pas la génération d'après, ce n'est pas après moi le déluge. C'est le temps de nos vies, nous verrons les conséquences de nos actions ou de nos inactions. Donc, plutôt que de penser qu'il n'y a rien à faire, de toute façon, ce n'est même plus une solution. Donc, la meilleure façon pour faire, c'est de démarrer. C'est de faire. C'est étonnant, hein. Mais la capacité du faire, elle est incroyable. D'ailleurs, c'est les psychologues qui nous le disent. Quand vous êtes en dépression, la seule manière de sortir d'une dépression, c'est commencer à faire quelque chose, aussi petit soit le faire d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire, mais la vertu du faire, c'est de commencer quelque chose. Reprendre une partie de la destinée. Donc, si vous êtes une petite entreprise, faites avec vos salariés, faites avec vos clients. Si vous êtes une plus grande, prenez du temps citoyen à vos talents qui ont envie de venir chez vous. Donnez des interactions à l'intérêt général. Il y a plein de choses à faire. Si vous êtes des individus, choisissez le périmètre qui vous va, votre famille, vous-même. Et il y a plein de choses à faire dans les transports, dans l'alimentaire. Il y a des choses à tester en plus. On n'est pas à l'abri d'avoir du mieux dans cette métamorphose. On va avoir du moins, c'est sûr. Je vous le dis, moi, ça fait 25 ans que je travaille sur le sujet avec 150 experts. Ils nous disent tous qu'il va falloir faire mieux avec moins. Mais là, pour l'instant, on est stressé par le moins. On pourrait être enjoué par le mieux. On pourrait sortir un gain qualitatif de vivre ensemble. On pourrait retrouver du temps pour faire d'autres choses. On pourrait faire autre chose qu'un boulot de machine. Parce que on se dit, on est remplaçable par des machines. Ben, je ne trouve pas bon signe qu'on soit remplaçable pour des machines. Non pas parce qu'on va perdre l'emploi, parce qu'a priori, c'est qu'on avait un boulot de machine. Je rappelle, au XIXe siècle, les socialistes utopiques de type KB, Owen, ils essayaient d'imaginer comment on pouvait dépasser la condition d'ouvrier-machine pour être œuvrier, être acteur de sa propre vie. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens qui font plein de choses. Donc, rejoignez votre communauté de quartier, vos entreprises à mission. Moi, je suis ravi que la philosophie s'adresse à l'entreprise. Un philosophe dans l'entreprise, c'était vraiment quelqu'un en stratégie, le dernier du sérieux il y a 20 ans. La raison d'être, c'est éminemment philosophique. On se demandait même comment les entreprises, elles faisaient avant sans raison d'être. En fait, elles faisaient quoi? Elles poursuivaient un système qu'elles ne questionnaient pas. On avait une telle confiance dans le système, d'ailleurs, qu'il y avait même quelqu'un qui a imaginé la fin de l'histoire. Quelle prétention! La fin de l'histoire, Fukuyama, on est dans les années 80, le triomphe d'une forme de libéralisme quand même, avec la perspective de l'étendre au monde. On avait juste oublié dans l'équation la biosphère. C'est ça qu'il faut reconsidérer, c'est que la biosphère, elle n'est pas infinie, et que si elle finit, nous, on est fini. Parce qu'à la vraie, on remplace tous les mots planète par le mot humain, on est plus proche de la vérité. Ce n'est pas la fin de la planète, ce n'est pas la fin de la Terre, c'est la fin de notre humanité si elle ne se questionne pas. Donc pour plein de bonnes raisons, on doit faire différemment. Donc autant le prendre comme une expérience. Par exemple, je suis sûr que vous n'avez jamais le temps de faire les choses.
Comme moi, il y a toujours un truc de plus important, ou un truc contraint, ou un truc, c'est marqué sur l'agenda. Donc faites-vous des cadeaux de temps. Moi, c'est un philosophe qui me l'a fait. Les cadeaux de temps, vous prenez quelqu'un que vous aimez bien, et dans 3 mois, vous lui dites, vendredi de 15h30 à 17h30, on se voit. Puisqu'il vous aime bien, il le note. Dans 3 mois, au matin, vous l'appelez, vous lui dites, on ne va pas se voir cet après-midi, je viens de te faire un cadeau de temps. Tu as 2 heures pour faire quelque chose que tu n'as jamais le temps de faire. Et là, il a 2 exercices de philo à faire. Un, il fait tout ce qu'il n'a jamais le temps de faire, et en prendre conscience, c'est déjà le relativiser. Et il a 3 heures pour en choisir un et pour le faire. Et vous lui dites, si ça vous plaît, faites-le à votre tour. Et puis faites-le avec vos gens dans les entreprises aussi. Faites une énième réunion qui sert à rien, mais qui quand même, on pourrait toujours se poser la question, on aurait pu l'éviter. Vous les prenez tous ensemble et vous leur dites, il n'y a pas de réunion aujourd'hui. Vous faites quelque chose pendant l'heure que vous n'avez jamais le temps de faire. Et vous allez voir le commencement de changement. Ils s'aperçoivent qu'ils peuvent se réapproprier le temps, que le temps c'est précieux, que la vraie richesse c'est peut-être même le temps. Donc changer de regard, encore une fois, avec des petits exercices, c'est aussi prendre la dimension du monde dans lequel on aimerait vivre. Et moi j'aimerais finir sur ça. En France, on n'a pas un problème de solution. On a plein de solutions, il y a plein de gens qui font plein de choses sur les territoires incroyables, dans les entreprises incroyables. En France, on manque d'horizon. On manque de se dire collectivement où on veut aller. Et le comment suivra. On fait des caps stratégiques sans nous dire où est l'horizon. Donc prendre le temps de la boussole, de se dire où on veut aller, et on s'apercevra qu'on n'est pas les seuls en plus à converger. C'est peut-être le projet politique et économique qui nous manque. Sentiment d'urgence, mais on peut prendre le temps. C'est mais intéressant. Non, mais en plus, il est urgent de prendre le temps. C'est une dissonance, c'est un oxymore. Il est urgent de prendre le temps. D'abord pour le comprendre, le saisir, bien comprendre avec lucidité. Et la lucidité, ce n'est pas un synonyme de fatalité. Hein. La lucidité, c'est lux, la lumière. Donc on a bien conscience que si on ne change rien, on va dans un scénario noir. Il faut avoir conscience, et grâce à vous ce matin, et l'époque nous invite à ça, que si on participe à des futurs souhaitables, on les fait advenir. Il y a un côté pas auto-prophétique, mais on influe sur la destinée en y participant. Et c'est ça, moi, qui me rend plein d'espoir. C'est qu'on peut participer à une grande aventure, qui n'a pas de nom d'ailleurs. Elle n'a pas de nom, cette période. On va clore la période industrielle, on va aller vers une autre période, on est dans un entre-deux. Et moi, le non-candidat pour cette période, on verra dans 100 ans si j'avais raison, c'est la grande métamorphose pour augurer qu'on va aller dans un autre état, un gain qualitatif encore de civilisation. Merci Mathieu. Alors toi Arnaud, est-ce que tu vois, du point de vue des entreprises, est-ce qu'elles prennent le temps et est-ce qu'elles agissent ? En tout cas, ce que j'apprécie dans la discussion, c'est aussi de ramener un peu chacun à sa place. Je veux dire, il y a des grandes mutations qui vont avoir clairement besoin de partenariats très lourds entre le public et le privé. On travaille un petit peu sur la question aujourd'hui de la filière nucléaire. On a passé 20 ans à dire que ce n'était pas une bonne solution. Pour la structurer, incontestablement, même un pays à l'échelle du monde n'est pas capable d'aborder la question tout seul. Et il y a 14 pays qui, avec la France, se réunissent pour se projeter dans une solution là-dessus. Mais je vais revenir sur l'autre aspect. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire dans le micro. Dans le mouvement. Enfin, ceux qui nous connaissent sachent que nous, notre sujet, c'est quand même le présent et c'est l'action. Et c'est d'être dans ce présent et dans cette action-là. Alors, il y a forcément des choix à faire sur le plan stratégique, dans le sens où moi, je ne connais pas d'entreprises qui sont capables de porter toute la problématique qu'on est en train de traiter, qui vont contribuer à l'ensemble de la métamorphose. Mais par contre, ils ont des champs de force. Et donc, je pense que le premier sujet pour l'entreprise, c'est déjà savoir choisir. C'est de se rappeler qu'à un moment donné, il y a un mot qui s'appelle la stratégie, qui est quand même fait pour faire des choix. Il faut être, pour prendre un mot élégant, compliant sur l'ensemble du domaine, mais il faut choisir ses zones de force pour savoir là où, de manière singulière, on va œuvrer au changement dont on est en train de parler. Voilà, et ça, c'est une question qu'il faut aborder sur le plan de la stratégie. Il y a des activités qu'il faut certainement que j'abandonne, d'autres sur lesquelles il faut au contraire que j'investisse. Et puis, dans celles où j'investis, je suis un peu d'accord sur la question des coûts. Les entreprises ont toujours cherché à progresser sur leur technologie, sur leur process industriels. Aujourd'hui, on est juste en train de chercher des process qui sont plus tirés par une ambition d'impact et par une dimension verte. D'accord ? Si vous replacez la problématique, moi c'est ça que j'apprécie dans les entreprises avec lesquelles on peut travailler, c'est que si on replace la problématique en micro au cœur des modèles opérationnels, mais on est entouré d'ingénieurs, entouré d'acteurs de l'entreprise qui font ça depuis des années. Ils améliorent leur processus tout le temps. Ils améliorent leur manière de produire. Si ils associent à cette idée d'améliorer, d'aller chercher des solutions plus vertes, alors là, on est dans le vrai. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, premièrement, se dire, il faut choisir. Et ça, c'est une question de nature plus stratégique. Et puis, le reste, c'est une question de transition, c'est une question d'état heureuse, c'est une question de transformation. Voilà. Et nous,
notre motto, c'est de mettre les entreprises en mouvement et c'est de les aider à se mettre en chemin par rapport à cette question de la transformation. Et pour arriver à cette finalité, on a travaillé sur un modèle. Alors, je suis désolé, je ne suis que consultant, donc on aime bien les modèles et les matrices. Mais on a un modèle qu'on appelle le Positive Business Map, qu'on avait repris avec certains des associés de Kea dans un livre, L'entreprise face à sa responsabilité, sur lequel on a écrit, et qui est un modèle d'entreprise pour l'aider à la fois à s'interpeller et à piloter sa carte d'état-major de sa transformation. Et en fait, on dit 3 choses. On dit, si on veut que les entreprises soient en route, si les entreprises soient en chemin, il faut travailler le champ de la gouvernance. D'accord ? Elles ne peuvent plus raisonner leur processus de décision, leur autorité, aux bornes de leur champ d'action. Elles doivent travailler de manière plus écosystémique, elles doivent intégrer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les filières, que ce soit les territoires, en tout cas l'ensemble des gens avec lesquels ils vont être capables de fonctionner. Donc c'est de savoir où on va, avoir une horizon, avoir une raison d'être, c'est de travailler sur ces modalités de gouvernance au service de ces écosystèmes. Le deuxième point, c'est être assez pragmatique dans le fait que fondamentalement, il y a beaucoup à faire dans les modèles d'affaires et les modèles opérationnels. D'accord ? Donc c'est déjà d'être dans la transformation de ces leviers business. C'est pas de la... encore une fois, j'adore travailler avec François, donc Julien, donc j'adore la philosophie, mais à un moment donné, c'est des choses assez pratiques. On sait transformer les business models, on sait transformer les modèles d'affaires. On n'a pas toujours, à date, toutes les technologies pour changer tous les procédés, mais chaque fois qu'elles sont à disposition, on est capable de le traiter. Et donc, c'est d'amener les entreprises dans des plans d'action qui leur permettent de faire bouger les choses. D'accord ? Dans le tannage, par exemple, on peut travailler les intrants, on peut travailler le procédé, on sait faire aujourd'hui. Et donc, on sait limiter les quantités d'eau qu'on est capable d'employer. On sait faire. Pas la peine de se dire, on verra plus tard, on sait le faire. Donc, tant qu'à faire, faisons-le. Hein, mettons les incitations qui vont bien pour qu'on puisse le faire quand je suis un grand maroquinier du paysage mondial. Et puis, la troisième dimension, c'est la culture. D'accord ? On l'a dit précédemment, il faut y croire, il faut changer de regard sur les choses, et donc il faut faire évoluer les cultures d'entreprise. Et ça, c'est le troisième point sur lequel nous, on insiste beaucoup, c'est comment on travaille cette bascule culturelle. Et on l'a dit au début, peut-être un grand intérêt de la phase qui est la nôtre aujourd'hui par rapport à la Renaissance, c'est qu'au moment où on était dans ce changement de paradigme de la Renaissance, on n'en était pas conscient. Aujourd'hui, peut-être qu'un atout, et c'est ce que nous dit Mathieu, on en est plus conscient. Nous, on pense qu'il faut continuer à être encore beaucoup plus conscient des sujets et on met une certaine énergie à pousser cette idée de la conscience écologique et j'insiste, pas uniquement environnementale, mais aussi sociale et sociétale. D'accord ? Il y a un effet réverbère sur l'environnement. Les enjeux sont non seulement environnementaux, mais aussi sociaux et sociétaux. Et on travaille ce champ de conscience. On a la chance d'avoir dans le groupe Kea une équipe dont c'est le cœur de métier que de travailler cette montée en conscience et de travailler les éléments de bascule vers le faire. D'accord ? Donc si ce troisième point sur la culture des entreprises, qui s'applique aux leaders, qui s'applique dans la capacité d'initiative et dans l'autonomisation des modèles organisationnels pour que chacun puisse se mettre en mouvement, qui s'appuie dans la conscience de tout un chacun, d'accord ? C'est ces changements de culture qu'il faut être capable d'opérer pour se mettre en mouvement. Voilà. Il y a un certain nombre de nos clients qui nous font le plaisir d'utiliser cette Positive Map comme leur carte d'état-major, comme à la manière de piloter leur transformation. Sur l'un de ceux qui m'occupe le plus aujourd'hui, c'est près de 370 initiatives, d'accord, qui en est capable de piloter sur ces différentes dimensions pour faire qu'effectivement, on bouge, effectivement, on est en mouvement, là où on est fort, parce qu'on a fait un certain nombre de choix stratégiques, d'accord, qui nous permettent de nous focaliser et d'investir. Et encore une fois, je réinsiste sur la question des coûts. Oui, il y a une question majeure de coûts. Oui, on aura l'occasion d'en rediscuter dans un webinaire le 8 décembre. On a un enjeu majeur de la relation publique-privée sur ces questions-là. Mais n'attendons pas cette question des coûts pour traiter. Il y a des marges de manœuvre en entreprise qu'elle est capable de travailler sur son PNL, d'accord, sur un retour d'investissement dans l'année, dès lors qu'on parle de PNL, d'accord, et qui permettent d'ores et déjà de faire beaucoup de choses dès lors qu'on se met en chemin et qu'on pilote, qu'on structure, qu'on anime et qu'on dynamise les entreprises autour de ce chemin.
D'ailleurs, Arnaud, je pense que tu reviens sur l'aspect social. Il y a une remarque un peu dans le fil de la conversation. On a, peut-être parce que ce matin c'est le démarrage de la COP28, on a beaucoup illustré sur la dimension plutôt environnementale en fait. Mais cette transition sociale, moi j'aimerais bien vous réentendre, Philippe, Mathieu notamment, sur les difficultés qui restent à mener. Sur l'aspect responsabilité sociale. Exactement, oui. sur moi, les je pense inégalités. Que c'est très important. Alors, il y a tout un autre volet. Dans le rapport Blanchard-Tirole, d'ailleurs, ils en parlent beaucoup, c'est les good jobs, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises aient une culture des bons emplois. Je crois que ça, c'est très important, c'est-à-dire que le progrès technique soit un progrès technique qui permette ça dans le sens qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens soient plus heureux dans l'entreprise, de responsabiliser, de créer des jobs qui sont durables, qui impliquent de la promotion, des augmentations de salaire au cours du temps. Et donc, il y a tout ça. Mais ça, c'est vraiment l'enjeu est-ce que l'IA, est-ce que l'intelligence artificielle va permettre ça? Et je crois qu'il faut diriger, de la même manière qu'il faut diriger le changement technique vers les innovations vertes, je crois qu'il faut aussi inciter les entreprises en pénalisant les entreprises qui embauchent trop en CDD, par exemple. Je pense qu'on peut prendre au début, au bout de 3 mois, on voit très bien si quelqu'un on le garde ou pas. Mais je pense qu'il faut pénaliser les entreprises qui recourent de manière excessive au CDD. Et il faut encourager les entreprises qui donnent des bons jobs. Et je pense qu'également, en France, on n'a pas une bonne culture dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en France, il y a un côté... D'abord, il y a beaucoup d'harcèlement au travail, beaucoup plus que dans d'autres pays, comme en Allemagne. Il n'y a pas du tout les mêmes droits. Les employés n'ont pas du tout les mêmes droits dans les entreprises françaises que dans les entreprises allemandes. Par exemple, il y a beaucoup plus de participation au conseil d'administration, etc., en Allemagne ou dans les pays scandinaves qu'en France. Il y a une culture du travail qui est complètement à repenser chez nous. On n'explique pas aux employés quand on fait des changements, ou très peu. Un gros problème vient aussi que dans les grandes boîtes chez nous, les patrons viennent des grands corps et les employés n'ont aucune chance de devenir grands patrons s'ils n'ont pas été dans les grands corps. Ça, je pense que ça, il n'y a rien de tel dans les pays anglo-saxons et dans les pays. Il y a beaucoup de promotions internes, beaucoup moins chez nous. Je pense que vraiment, chez nous, on doit repenser en profondeur, en France en tout cas, la culture de la manière dont on traite les employés, dans les perspectives qu'on leur donne, les bons emplois. Et là, je pense qu'il y a une révolution copernicienne, pour utiliser le mot, à faire en termes d'organisation interne des entreprises en France, profondément, quoi. Et donc là, je pense vraiment qu'il y a vraiment ça va très au-delà de ce qui doit être fait dans d'autres pays, quoi. On n'a pas du tout une culture du respect des employés, très peu. Alors, certes, il y a toujours des bons patrons qui vous diront qu'eux, ils traitent bien leurs employés. Mais moi, je me souviendrai toujours d'un directeur d'entreprise, d'un PDG suédois. Il a hérité de Docker, il avait une entreprise de Docker en France. Et il avait un plan de restructuration, il avait réuni ses employés pour leur expliquer pourquoi il devait le faire. Et les employés étaient surpris de « mais vous savez, monsieur, on ne vous avait jamais dit, on ne nous avait jamais consulté, quoi ». C'était vraiment comme dans l'Établi. Vous savez, il y a un livre très connu qui s'appelle l'Établi, qui était écrit par Robert Linhart dans les années 60. Et beaucoup d'entreprises sont restées comme dans l'Établi, quoi. Donc ça, je crois que c'est profondément, on doit changer là-dessus, indépendamment de l'environnement. L'environnement doit être une raison pour changer, mais je crois qu'on doit en France vraiment repenser la relation employeur-employé, promotion, etc. J'étais un peu long, mais je crois que là, c'est vraiment un domaine où on doit radicalement changer en France. Mathieu ? Moi, ma pensée, elle n'est pas aboutie. Donc, je vois bien qu'il y a une corrélation évidente entre la fin du mois et la fin du monde, mais on n'a pas trouvé l'équation. C'est pour ça qu'en fonction du prisme où on regarde, ça bute. Il y a quelque chose qui bute et ça a toujours buté. Dans tous les passages de civilisation, il y a forcément des choses qui ont disparu et on a du mal à faire l'apoptose. Vous savez, l'apoptose, c'est le mot savant pour dire l'automne. Mais en automne, on voit les choses mourir, mais on a confiance et on trouve ça normal d'ailleurs, puisqu'on sait que le printemps arrive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on accepte autant de tristesse dans cette période-là, parce qu'on sait qu'elle est même nécessaire à l'avènement du printemps dans lequel on aimerait participer. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui meurent. Et donc, ce qu'il nous faudrait peut-être, c'est la promesse d'un printemps ou la perspective d'un printemps pour accepter de voir passer ce qui, à mon avis, est dépassé. Arnaud, tu veux rebondir ? Non, juste un point. Moi, j'ai une grande confiance dans l'intelligence humaine en général. Je trouve qu'on revient sur un débat qu'on a eu au début autour de la conscience. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'effets réverbères dans tout ce qu'on se dit là. Il y a une grande emphase, et encore une fois,
normal. Surtout ne pas le baisser sur la question de l'environnement et en particulier sur la question du climat. Juste un point, encore une fois, si on regarde les forces des uns et des autres, qu'on regarde le monde agricole aujourd'hui, il a un enjeu majeur qui est autour des questions de biodiversité. Et donc, on peut pas, il faut veiller à regarder l'intégralité du problème. Et je pense que sur la partie sociale et sociétale, je pense que, moi je partage, on n'a pas la cible, on ne sait pas trop. Je pense que la question, c'est, là encore, travailler la question de la conscience, partager tranquillement ce qu'on vient de dire. En matière d'oxymore, je définis de temps en temps comme un violemment modéré. Je pense qu'il faut savoir le partager, mais admettre que c'est une réalité. Je veux dire, on le voit, le développement du mal-être, le développement des burn-out, ce n'est pas acceptable. Moi, je vis une entreprise de conseil, on a des situations de burn-out. Je ne dis pas qu'on se sent coupable de ça, je dis juste que ce n'est pas acceptable. Et c'est le reflet de la manière dont on fonctionne, de cette absence de temps, de cette perte un petit peu de sens dans ce qu'on peut faire. Et d'une culture d'entreprise. Donc moi, je pense on ne forme pas dans les business schools. Je suis désolé, on n'apprend pas en France. C'est comme apprendre la politesse, quoi. Je veux dire, il faut apprendre en France qu'on ne peut pas maltraiter un subordonné, qu'il faut lui donner sa chance. Moi, dans mon lab, les jeunes, je les pousse. J'ai une culture de les promouvoir parce que j'étais dans d'autres pays et je les pousse au maximum. Et je ne suis pas là à les utiliser comme des pions pour me servir. Et parce que, vous voyez, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Je traite mal mes subordonnés, donc eux, quand ils vont monter, ils se sentent qu'ils ont le droit de maltraiter leurs subordonnés, parce qu'ils diront, moi, je suis passé par là. C'est ça qu'il faut réfléchir. Moi, je ne sais pas où vous en êtes là-dessus. Vous voyez, quelle est votre réflexion sur ça? Notre réflexion, en tout cas, c'est de ne pas l'installer comme un level professionnel. Ce n'est pas parce que je me suis martyrisé que je suis obligé de martyriser les autres. Moi, je partage assez ça. Ce que je veux simplement dire, c'est que je pense que sur ce sujet-là, parce qu'on n'a pas la solution, c'est aussi une question de conscience et de bascule. Voilà, et qu'il faut mettre l'emphase sur ces questions sociales et sociétales, au même titre, et qu'à juste titre, on les met sur la question environnementale, d'accord, pour être capable qu'on se mette en mouvement et qu'on progresse. Voilà, nous, par rapport à ces questions-là, on cherche à réfléchir. On fait venir Michel Perrault pour qu'elle nous explique un peu d'où viennent un certain nombre de ferments des questions d'inclusion et de diversité. Je ne dis pas qu'on a trouvé la solution, mais à minima, ça nous permet d'amener chacun à réfléchir, et surtout, ça nous a permis de réfléchir entre nous. D'accord, je pense qu'une après-midi riche où on s'est donné le temps, d'accord, de discuter entre nous de cette question-là, qui était une grande découverte pour 80% d'entre nous, si on se dit honnêtement les choses. D'accord, donc moi je crois à ce principe de conscience et de bascule par rapport à cette question-là. Je suis assez sensible à ce que dit Mathieu. Je ne crois pas qu'on ait la solution et qu'on puisse dire on va aller là. Mais déjà, si on est sûr que la question elle est pertinente et qu'il faut l'adresser, ben pareil, on va se mettre en action, on va se mettre en mouvement. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'humain est la clé. C'est la clé du problème, mais c'est la clé de la solution. Donc ce côté social qu'on n'arrive pas à craquer, c'est bien là où il faut avoir le plus d'expérimentation possible. C'est nous qui allons faire le monde de demain, ou pas. Mais dans tous les cas, demain sera profondément ce que nous allons en faire. Un de nos gros travaux, je termine juste là-dessus de recherche, c'est quand on travaille sur ces procédés de transformation, ils ont une dimension anxiogène, ils ont une dimension volontariste. On veut travailler, on s'est dit l'autre jour, on se dit dans nos travaux de recherche, on se préoccupe des ressources. Une des ressources clés, c'est la ressource humaine. Est-ce que en tant que consultant dans nos processus de travail, on met l'attention à la ressource humaine avec la même intensité qu'on est prêt à la mettre dans la ressource naturelle ou la ressource et les questions d'environnement? La ressource humaine doit être au cœur, dans le métier qui est le nôtre de consultant, doit être au cœur de notre pratique de transformation. Et ça fait partie de nos réflexions, pour répondre à votre question, pas uniquement pour les nôtres, mais aussi pour tous les gens qui sont engagés dans ce qu'on concourt à générer en matière de transformation chez nos clients. Comment on s'assure qu'il y a une volonté de préserver cette ressource humaine, comme on a la volonté de préserver toutes les autres formes de ressources. Je regarde le temps. Il nous reste 3 minutes et il y a des tonnes de questions passionnantes dans le chat. Je vous en donne 2. Et vous avez chacun 1 minute pour répondre à une des 2 questions. Désolée de l'exercice un peu imposé. Il y a une question qui est un peu récurrente autour de la valeur, en fait. Et comment shifter cette question de la valeur? Il y a des entreprises qui ont envie de changer leur stratégie. Pour autant, elles ne voient pas tout de suite forcément le levier du business. Il n'y a pas forcément des clients en face qui sont prêts à supporter le changement de modèle, le changement de produit et ou le changement de valeur et de prix induit par le business. Ça, c'est la première question.
Deuxième question, est-ce que dans les regards, dans ce que vous avez pu observer, de ce que vous avez pu observer, est-ce qu'il y a matière à s'inspirer d'un modèle allemand, anglo-saxon, scandinave, américain, chinois ou autre, j'élargis par rapport à la liste, ou est-ce qu'au contraire, il y a en France et ou en Europe des ferments et des actifs sur lesquels on pourrait s'appuyer pour créer notre propre modèle de l'économie souhaitable? 2 super questions, 1 minute chacun pour répondre à une des je veux 2 bien questions. commencer. De toute façon, je ne pense pas qu'il faut jamais faire des calcomanies. On a notre spécificité en France, nos talents, mais je pense que c'est bien de voir ce qui marche bien ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on doit copier exactement ce qui se fait. Mais c'est vrai que, par exemple, les pays scandinaves, c'est des pays qui ont quand même, notamment je pense au Danemark, c'est un pays qui a réussi à réconcilier croissance avec le fait de bien traiter les employés, avec un marché du travail qui fonctionne bien. Quand on perd son emploi, on est pendant 2 ans, on a 90% de son salaire, on vous aide à trouver un nouvel emploi, et de l'environnement. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont réconcilié croissance, inclusivité et environnement. En tout cas, dans ce triangle-là, ils se débrouillent bien, quoi. Alors maintenant, il y a des choses bonnes à prendre aux États-Unis ou ailleurs. Donc je pense que les Allemands aussi ont d'autres bons côtés. Mais je crois qu'en tout cas, ça montre que c'est possible de réconcilier croissance, mobilité sociale et donc promotion sociale et environnement. Ce triangle est possible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut copier exactement un pays, on est différents, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ceux qui font que ça marche bien, comment ils ont fait. Et après, nous, on peut trouver nos manières, mais je trouve que c'est toujours utile d'aller voir là où ça marche bien. Et donc, c'est possible. Moi, j'apprécie qu'on aille aussi chercher des références européennes. Les Scandinavies, c'est en Europe quand même. Exactement. Et l'Allemagne aussi. C'est pour ça que je précise qu'on les prenne, parce que je pense qu'on est dans un monde de sciences de gestion qu'on a tendance trop souvent à coller en particulier à des modèles anglo-saxons. Il y a du bon à prendre partout, et en particulier près de chez nous, en Europe. Et donc je pense qu'on est dans un mouvement où l'Europe a un rôle à jouer. Et les entreprises européennes ont une place majeure dans les transitions qui sont les nôtres, dans cette vision écologique, économique et sociale, sur lequel je pense qu'il y a des tas de ferments positifs. Pour revenir sur la valeur, moi je pense que c'est une question majeure, et je reprendrai le propos de Philippe, je pense que c'est certainement le domaine sur lequel il faut mettre tout le monde autour de la table, le public, le privé, pour aborder cette question-là. J'avais proposé au Cercle des économistes, aux rencontres d'Aix cet été, de travailler sur les états généraux de la valeur, parce que je pense que cette valeur, aucun d'entre nous, aucune entreprise ne pourra la traiter seule, et que c'est une question qu'il faut regarder collectivement si on veut changer de regard. Parce que si dans l'ensemble des parties prenantes, il y en a 3 qui changent de regard, mais qu'il y en a 2 qui restent avec le regard d'avant, qui restent sur les indicateurs d'avant, qui restent sur des indicateurs comme très aujourd'hui centrés sur les objectifs économiques et financiers, d'accord, ça grippe le système. Donc c'est une question, une prise de conscience et un travail qu'il faut, là, pour le coup, à mon avis, traiter de manière beaucoup plus collective entre les différentes parties prenantes. 1 minute pour Mathieu aussi. Parfait. Le modèle, moi, ce qui m'intéresse, c'est le S à modèle. C'est le pluriel. Je pense qu'il faut mettre du pluriel dans nos vies, dans nos pensées économiques, dans nos pensées des entreprises, dans nos pensées philosophiques. Parce que le pluriel, c'est le gage de ne pas reproduire l'erreur du XXe siècle, qui était d'affronter les uniques. Il y a des solutions, il y a des manières de voir. Par contre, moi, j'ai une confiance, c'est qu'en prenant le temps du temps, en comprenant le temps, en fait, on converge. Donc, il n'y a peut-être plus de vérité philosophique sur le monde qui arrive, mais il y a des convergences. Et que vous soyez à Rio de Janeiro, à Jakarta ou à Porto Novo au Bénin, il y a des gens qui font comme vous, qui se prennent les mêmes solutions. Et donc, ils ont peut-être une partie de la clé. D'ailleurs, vous voyez comment les peuples racines redeviennent des gens avec qui on parle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un pas de côté, ils voient le monde différemment. Et donc, ce qu'on a besoin, à mon avis, nous, c'est de pas de côté, de voir différemment. Et j'ai une confiance en cette humanité qui a envie d'aller ensemble vers un demain différent. Et je pense que dans cette nouvelle renaissance, l'Europe a un rôle à jouer aussi. Elle a eu dans la première, elle l'aura dans la deuxième, parmi les autres. Et dans l'Europe, la France, parce que la France, les Anglais nous le disent bien, on a le French flair, vous savez, au rugby, le cadrage débordement à la 60e, qui vous fait marquer un essai alors que ce n'était pas attendu. On a eu des cadrages débordements, nous, dans notre histoire. On a accouché de la laïcité alors qu'on était la fille aînée de l'Église. On pourrait être ce terrain expérimental d'un monde de vivre ensemble différent, qu'on pourrait avoir un art de vivre, non plus à la française, mais un art de vivre à l'aune de l'humanité. Ça pourrait être intéressant. Merci. Vu l'heure, il me revient la lourde charge de devoir synthétiser et conclure. Je n'essaierai pas de synthétiser. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est que chacun d'entre vous, dans vos 3 disciplines, vous réexprimez des ferments sur des raisons d'y croire et une capacité d'agir. Je retiens dans le désordre l'idée que
il y a des anticorps, mais qu'il y a des gens qui sont en train de passer à l'action, 17% de jeunes qui sont prêts à s'engager et à réduire leur salaire pour travailler l'impact, des entrepreneurs à impact. Il y a de l'innovation verte qui est en train d'émerger. Il y a des mécanismes d'incitation de l'État ou de la société civile qui peuvent aider à booster. Voilà. Il y a de l'énergie d'engagement. On est peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se dit tous que ce moment de conscience que l'humanité a pris sur ses propres incompétences va lui permettre de mettre toute son énergie au service d'une innovation et d'inventer ces nouveaux modèles en s'inspirant et en construisant un propre modèle européen et ou un modèle de l'humanité qui va nous permettre d'agir. Ça n'était que le premier webinaire. On vous retrouve demain avec plein d'autres thèmes pendant 10 jours qui vont se dérouler pendant tout le moment de la COP28. Je voudrais infiniment remercier les trois participants, Philippe Aguillon, Mathieu Baudin, Arnaud Gangloff. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous rappeler une chose. Aux origines de Kea, du nom même de Kea, il y a une île en Grèce. Cette île, dans les Cyclades, c'est l'idée d'être à la fois tout proche et pas complètement dedans, et d'être capable de se décaler, de regarder un petit peu les choses de biais. Chez Kea, nous voulons croire que dans les eaux glacées du calcul individuel, il y a la possibilité d'une île, d'un archipel même. Un archipel au pouvoir d'action qui est sans commune mesure, forte de l'énergie de millions de volontés. Cette puissance agissante, pour nous, c'est l'entreprise. En transformant l'entreprise, on peut transformer le monde. C'est notre devise. Futurup, c'est l'avenir à portée d'aujourd'hui. Futurup, c'est aujourd'hui que ça se passe. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Les raisons d'espérer pour agir. Futurup.